La victime, elle ne doit pas parler. Je pense que le plus gros qu'elle a à faire, c'est prendre conscience et espérer de faire la rencontre qui lui permettra de parler. Bonjour, je m'appelle Diane Salomon, je suis psychologue clinicienne, docteur en psychologie clinique. Je travaille à l'Office mineur et je vais vous parler du recueil de la parole de l'enfant victime de violences sexuelles. L'Office mineur, c'est un nouvel office qui a été créé en septembre 2023, donc c'est encore en création. Et sa mission principale, c'est la lutte contre la pédocriminalité en ligne et hors ligne. L'Office est compétent sur le territoire national et à l'international quand les auteurs et les victimes sont françaises. Ma mission principale, c'est d'assister les enquêteurs au quotidien sur un volet stratégique, mais également opérationnel, dans leurs actes de procédure. Je dirais que ma présence dès le départ auprès des enquêteurs, notamment sur le terrain, par exemple lors des interpellations, elle permet à la fois aux enquêteurs de se focaliser sur leurs opérations, sur ce qu'ils ont à réaliser. Là où moi, je vais prendre à ma charge l'émotion qui est générée par l'intrusion des forces de l'ordre, parfois au sein de familles, d'institutions. Cette présence-là, je dirais que c'est un premier acte de reconnaissance de la souffrance qui a été générée par les actes pédocriminels, que ce soit auprès des victimes, mais également auprès de leur famille, de leur entourage. Ça me permet, moi, très rapidement, d'assurer la suite, c'est-à-dire de les orienter vers des partenaires locaux que j'ai identifiés et que j'ai désignés en amont d'intervention des forces de l'ordre. Et ceci, ça vaut à la fois pour les victimes directes, pour leur entourage, mais également pour les familles des mises en cause, qui sont les grandes oubliées du système et qui pourtant vont subir des effets particulièrement importants qui ont été causés par la commission de l'infraction, donc des effets financiers, sociaux, psychologiques, et aussi méritent d'être accompagnés dans les suites. Il faut des conditions particulières, effectivement, pour que ça se passe au mieux, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants, puisque l'enfant, lorsqu'il rentre dans un service de police, évidemment qu'il se sent particulièrement envahi par l'angoisse. C'est pour cette raison qu'il y a des salles Mélanie qui sont de plus en plus aménagées dans les services de police, ou des UAPED dans les services hospitaliers, pour pouvoir recevoir l'enfant et lui permettre de se sentir le plus à l'aise possible au sein de cet espace-là. Ça passe également par des protocoles d'audition, notamment le protocole d'audition NICHT. Les policiers sont de plus en plus formés à ce protocole, même si ça manque encore. Et l'idée de ce protocole, c'est de pouvoir amorcer un dialogue avec l'enfant sans biaiser son discours. Pour une personne victime, le fait d'être entendu, de pouvoir déposer sa souffrance auprès d'une personne qui va incarner la loi, si ça se fait dans de bonnes conditions et dans le respect de sa parole, ça peut avoir un effet particulièrement bénéfique pour elle. L'accueil de la parole, il est effectué par un tiers, donc ça peut être effectivement un instituteur, une babysitter, une camarade de classe, un petit ami. En tout cas, c'est souvent un tiers qui ne fait pas partie de l'ensemble familial et qui a la qualité de savoir interpréter ce qui se passe pour la victime, qui est en capacité de devancer sa parole, de deviner en fin de compte ce qu'elle tente de dire par le biais de ses symptômes, de ses troubles du comportement éventuels, et qui va, dans le message qu'il va lui adresser une fois que la victime aura réussi à dire ce qu'elle a vécu, qui va lui adresser un message qui véhicule la loi. Je dirais que la première difficulté, c'est que l'enfant n'a pas accès aux représentations qui lui permettent de donner un sens, de donner une forme à l'expérience incestueuse. La deuxième difficulté, elle réside dans la dynamique familiale incestueuse, puisque l'ensemble familial est concerné.
de près ou de loin, par l'inceste. Il y a ce qu'on appelle les alliances familiales, qui sont des alliances inconscientes, mais qui empêchent notamment le parent supposé être protecteur de percevoir l'inceste, protéger l'enfant, de réagir de manière adaptée lorsque celui-ci arrive à révéler les abus qu'il a subis. Je crois qu'il faut veiller toujours, lorsque l'on rencontre une personne victime, qu'elle soit enfant ou adulte, à garder en tête que cette personne-là, elle arrive avec sa réalité subjective, son histoire, et il faut respecter un maximum cette chose-là. Et notamment, la première chose, c'est éviter de critiquer l'agresseur, puisque bien souvent, il y a un lien d'attachement qui a été tissé depuis plusieurs années, qui a permis que se perpétuent les violences et qui lie toujours, parfois au moment où l'enfant va être auditionné, ou l'adulte, la victime et l'agresseur. De la même façon, il faut éviter de critiquer la victime, que ce soit en minimisant, banalisant son vécu, mais aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut éviter de l'assigner à une place qu'elle ne pourrait pas supporter psychiquement. Et il arrive que certains enfants, ados, adultes, ne supportent pas, ne conçoivent pas d'être mis dans une position de victime. Et donc il y a notamment un vocabulaire particulier à adopter. Disons qu'il y a des termes comme viol ou agression sexuelle qui peuvent heurter véritablement la personne victime et l'enfermer dans une forme de silence. De manière générale, je pense qu'il faut éviter de contraindre à nouveau la personne victime en la forçant à parler ou en la forçant à penser d'une certaine manière.